Alors déjà, est-ce que tu peux me dire quel est ton prénom? Bonjour, je m'appelle Eran. Moi c'est Jo. Moi du coup c'est Clément. Moi je m'appelle Léa. Je m'appelle Johanna. Allez, c'est quoi ton sujet de mémoire? Les arts martiaux mixtes. Les conséquences du séisme du Tohoku de 2011 sur l'économie japonaise et plus précisément sur l'emploi. Les tissages et la teinture de kilim. Les kilim sont des tapis traditionnels de Turquie. C'est les effets spéciaux au cinéma. Bienvenue à tous et à toutes dans le 2e épisode de la Traduction Heureuse, un podcast de traducteurs en formation qui veulent partager leur amour pour leur discipline. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous parlerons de mémoire. Les étudiants ou anciens étudiants qui nous écoutent tremblent d'effroi en entendant ce mot. Et pourtant, on en survit, et on peut même apprécier le processus. Le mémoire alésite a la particularité de ne pas être un mémoire de recherche, c'est un mémoire de traduction. Nous ne partons pas d'un sujet, mais plutôt d'un texte, très technique et difficile, que nous devons traduire et commenter. Une partie recherche est également attendue, mais ce mémoire est principalement un exercice de traductologie et de terminologie. Nous avons donc invité 4 jeunes diplômés de l'ESIT qui ont terminé leur mémoire en 2024. Julie, Cédric, Lise et Rebecca ont accepté de revenir sur cette expérience et partager leurs ressentis et leurs conseils. Dans cette conversation, ils et elles ont notamment évoqué le choix du sujet, la vulgarisation de concepts complexes, les difficultés rencontrées en cours de route, leur stratégie de rédaction et même l'impact de cette méthodologie sur leur vie professionnelle. On espère que leurs témoignages pourront vous inspirer, vous rassurer ou même vous donner quelques astuces pour vos propres projets de rédaction. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 2e épisode de la Traduction Heureuse. Nous allons donc nous présenter un à un, et moi la première, je vais ouvrir le bal. Je m'appelle Rebecca, je suis traductrice technique et scientifique. Actuellement, je travaille dans le domaine de la cybersécurité, mais j'ai fait mon mémoire dans le domaine de l'astronomie et de l'exploration spatiale. J'adore la traduction, un de mes rêves c'est même de devenir interprète en salle de concert, mais bon ça va attendre un petit peu. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais maintenant passer la parole à la suivante qui va se présenter. Bonjour chers auditeurs, moi c'est Lise, donc j'ai également été diplômée de l'ESIT en 2024. Dans mon mémoire, j'ai parlé de l'agriculture biodynamique. Mes langues de travail sont l'anglais et le français, et je suis actuellement traductrice à mon compte. J'aime particulièrement traduire les sous-titres, et j'aimerais pouvoir me spécialiser dedans. Salut, moi c'est Cédric, je suis traducteur aussi à mon compte en indépendant. Mes langues de travail sont l'anglais et le français. J'ai fait mon mémoire sur les mycorhizes, donc c'est la biologie. C'est les liens symbiotiques entre les champignons et les arbres et les plantes. En ce moment, je suis en train de traduire des documents sur l'aménagement du territoire. J'aimerais aussi à terme faire de la traduction littéraire, donc de la poésie. Bonjour à tous, moi c'est Julie. Je traduis de l'espagnol et l'anglais vers le français, avec pour projet de m'insérer dans le milieu de l'édition, particulièrement la jeunesse et la bande dessinée, mais aussi la psychologie et puis tout ce qui a trait à l'environnement. Et d'ailleurs, c'était mon sujet de mémoire parce que j'ai traduit un texte scientifique qui parle des effets de la disparition des abeilles sur pas mal de choses, notamment la santé, l'économie, l'agriculture, etc. Un des défis qui nous a été posé durant notre travail de mémoire, c'était la vulgarisation. Parce que quand on travaille sur des sujets aussi spécialisés que l'astronomie, que l'agriculture biodynamique, ce genre de thématiques, on est obligé de faire énormément de recherches et on est obligé ensuite, face à un texte spécialisé, de se demander à quel degré est-ce que je dois vulgariser les choses pour qu'elles soient comprises. Est-ce que je dois traduire pour des spécialistes? Est-ce que je dois traduire pour un grand public? Oui, moi je trouve que c'est vrai que c'est une facette du métier qui est hyper intéressante, c'est que a priori on n'est pas du tout spécialisé sur un sujet, c'est plutôt des intérêts qui peuvent soit nous être propres, mais même parfois pas du tout. On n'a pas forcément d'attrait pour des sujets, mais en traduisant, on est obligé de s'approprier un rôle de spécialiste plus ou moins du sujet. Et moi, c'est ce que j'ai aimé vraiment dans le travail de mémoire, c'est
aussi pour ça que j'ai choisi un texte multidimensionnel qui traitait autant d'économie que d'agriculture, que d'apiculture, que de problèmes sanitaires, etc. Et justement, ça a été le challenge aussi par rapport à la vulgarisation, parce qu'il faut que ça reste de la littérature scientifique qui est faite pour les personnes intéressées et qui connaissent le sujet, mais de facto, avec l'aspect multidimensionnel de mon texte, c'était pas si spécialisé que ça. Et grâce à l'aide de ma spécialiste référente qui était apicultrice justement, on a pu rendre au texte la spécialité, la précision qui lui manquait de base. Et c'était vraiment un choix de notre part de vouloir faire une traduction qui parfois pouvait être un peu explicative, mais en utilisant justement les termes concrets et pas aller sur des choses qui sont plus vagues, etc. Ouais, cette idée d'équilibre, c'est aussi quelque chose qui est revenu pendant mon mémoire. Parce que plus on passe de temps avec la tête dans le guidon dans nos recherches, plus on maîtrise son sujet, mais il ne faut jamais oublier le lecteur. Et ils ne peuvent pas digérer le condensé de plusieurs mois de recherche technique avec un langage qui est celui du spécialiste. Parce que ce n'est pas toujours c'est pas toujours un texte qui va être lu par les spécialistes de ce domaine-là. Peut-être que ce sont des scientifiques, en l'occurrence pour mon texte, dans un autre domaine, qui vont, en faisant des recherches, se pencher sur ce texte-là. C'est maîtriser le jargon sans trop jargonner. Enfin, ça, c'est un peu... Oui, je pense que ça résume bien. Et moi, la question du lectorat, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Enfin, je pense, nous tous et toutes ici. Parce que déjà, nous-mêmes, en tant que traducteurs, on change. On commence avec la casquette du novice et on finit avec la casquette du spécialiste. Et du coup, entre notre premier jet d'écriture, d'explication du sujet et même nos premiers jets de traduction du texte, parce que pour les gens qui ne savent pas, dans le mémoire de traduction, on doit d'abord expliquer un petit peu, petite parenthèse, on doit d'abord expliquer notre sujet à un lectorat novice, puis traduire un texte spécialisé, fermeture de parenthèse. Oui, et donc c'est un petit peu dur, au fur et à mesure qu'on travaille, de se remettre dans la peau de ce lecteur novice qui n'a pas lu des dizaines et des dizaines de textes sur le sujet, sur l'agriculture biodynamique, sur les mycorhizes, et de se rappeler, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible, qu'est-ce qui est compliqué. Enfin voilà, et ça je pense que c'est même une question du coup qui est intéressante dans toute la vie de tous les traducteurs, et c'est d'ailleurs un petit peu le point central à l'ESIT. On dit toujours, mettez-vous à la place de votre lectorat. Ça, c'est très important. Tout à fait. Mais il ne faut pas tenir non plus le lecteur par la main. Et je pense que c'est ça qui est Absolument. vraiment très difficile. Et c'est ça qui est difficile, ouais. On prend souvent des habitudes lorsqu'on fait des recherches pour clarifier lorsqu'on est dans notre phase de novice. Et faut épurer notre langage à chaque fois. Et souvent, des mois plus tard, on relit une phrase, on se dit non, ça va pas, c'est trop. Et puis, faut pas tomber dans certains travers comme mettre une foultitude de notes de bas de page. Une bonne technique, ça va être tout simplement de regarder le nombre de mots. Si on a foisonné un max, ça ne marche pas. Nos auditeurs savent ou pas. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, le foisonnement, petite note à part, c'est un terme très utilisé par les traducteurs et les traductrices, notamment à l'ESIT, parce que c'est un concept qu'on apprend. C'est le taux d'augmentation du nombre de mots dans le texte cible par rapport au texte source. Par exemple, dans des termes plus normaux, en anglais, on va avoir un certain nombre de mots, 5 mots dans une phrase, et en français, on va en avoir 7. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. On va avoir plus de mots pour dire la même chose dans une langue que dans une autre. Donc voilà, c'est un des concepts qu'on utilise. Le foisonnement, c'est une bonne technique pour se rendre compte si on a peut-être surexpliqué quelque chose ou pas. Et même pour ce qui est en publiant un texte, c'est important de respecter un petit peu une certaine taille. Enfin, on n'est pas libre de tout quand on traduit. C'est une gymnastique en fait en permanence qu'on doit faire quand on est traducteur, et c'est très représentatif de notre métier. Comme vous dites, c'est pas seulement le mémoire, c'est ce qu'on fait ensuite tout le long de notre profession. Et typiquement, lorsqu'on travaille sur un projet scientifique comme le mémoire, on est amené à travailler pendant des mois, comme disait Cédric, dans le très spécialisé, mais on est sans cesse obligé de revenir à notre public et de penser à, pour qui est-ce que je traduis ? Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Pour qui est-ce que je traduis, d'une part, et ensuite, pourquoi je traduis ? Il y a deux choses. Et en fait, ça se recoupe sous plein d'aspects. Et typiquement, quand j'ai choisi de traduire dans ce domaine de spécialité et que j'ai choisi le texte que je voulais traduire pour mon mémoire,
je me suis posé la question, est-ce que ça va être très utile de traduire ce texte-là ? Pourquoi est-ce que je choisis ce texte-là ? J'ai dû le justifier. J'ai dit, en fait, c'est parce que c'est un texte écrit par un astrophysicien américain qui présente très bien son travail, qui fait figure d'introduction. Et même si c'est pour des spécialistes comme des étudiants ou des gens qui sont déjà dans le domaine de l'astronomie, ça va être très intéressant pour eux de découvrir un peu, d'avoir une porte rapide, une ouverture finalement sur ce domaine grâce aux travaux de ce professeur. Et c'est pour ça que j'ai choisi de traduire. Et donc ça prenait en compte à la fois le pour qui je traduis et le pourquoi je traduis. C'est quoi tes difficultés pour l'instant ? Les difficultés, c'est surtout les institutions, les organisations irlandaises et britanniques qui ont un nom, du coup en anglais. Et en fait, dans la plupart des papiers en français, donc les thèses, etc., ils sont pas traduits, ils sont gardés comme ça. Du coup, j'explore un peu l'option peut-être de les traduire. Pour l'instant, c'est surtout moi-même, je pense, me motiver. Les difficultés, c'est de m'y mettre. Est-ce que vous pourriez parler des difficultés que vous avez rencontrées dans le mémoire, peut-être un peu plus concrètes ? Est-ce que vous êtes tombé sur une expression qui, typiquement, vous a fait vous poser ces questions-là ? Comment est-ce que je vais traduire ça pour que ce soit compris par le public ? J'ai eu une méga difficulté sur un terme notamment, qui était « stimulant crops ». Je vous explique. En gros, il disait dans mon texte que les cultures qui étaient le plus enclins à souffrir de la disparition des abeilles, c'était les cultures de fruits, de noix et de stimulant crops. Évidemment, je ne pouvais pas traduire cela par culture de stimulants pour des raisons tout à fait obvious. Si vous ne savez pas, regardez sur Internet, tapez culture de stimulants, vous allez voir sur quoi vous allez tomber, ce qui n'était pas du tout ce qui était décrit dans mon texte. En fait, il parlait des stimulants de type caféine, etc., le cacao, le thé, etc. Et en fait, c'est ça qui était mentionné. J'ai dû faire un travail monstrueux pour trouver un terme, car il n'existait aucun équivalent en français sur ce terme. C'est tellement spécifique. Oui. Je pensais pas que ça existait. J'ai pensé au début à traduire de façon explicative, comme on avait parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, j'étais arrivée sur quelque chose du type culture de produits qui contiennent des composés chimiques neurostimulants. Vous vous rendez bien compte que ça n'allait absolument pas, parce que c'était trop explicatif, mais en même temps, je ne voyais pas comment passer par autre chose, car la seule source que j'avais supplémentaire, c'était un institut français qui avait été créé dans les années 60, qui s'appelait l'Institut français du café, du cacao et d'autres plantes stimulantes, qui correspondait tout à fait à la réalité de mon texte, sauf que cet institut avait fermé ses portes depuis plus de 40 ans, donc j'avais une vraie question en termes de pertinence sur la contemporanéité du terme. Donc voilà, il a fallu que je réfléchisse. Et puis finalement, je suis partie sur culture de plantes stimulantes et entre parenthèses, cacao, café, pour garder ce côté un peu explicitant et en même temps utiliser le jargon que j'avais trouvé qui était en fait la seule source en français. Mais c'est vrai que ça a été un vrai challenge et ça m'a valu vraiment des heures à m'arracher les cheveux, quoi. C'est souvent ça en traduction et c'est d'ailleurs des méthodes qu'on nous a enseignées dans notre école et qu'on peut appliquer tout le temps dans notre quotidien. Moi, c'est vrai que dans mon travail, je suis souvent amenée à traduire, parfois expliciter, souvent remettre le terme en anglais entre parenthèses pour comment les spécialistes qui sont habitués à la littérature reconnaissent le terme et en même temps qu'on ait une traduction en français quand même pour que les gens qui ne parlent pas forcément la langue, typiquement l'anglais, puisque je travaille depuis l'anglais, puissent comprendre le concept qu'il y a derrière. Donc, c'était très intéressant comme exemple. Et d'ailleurs, je me demande, Rebecca, justement, en termes de terminologie, toi, ton sujet, c'est quand même un sujet qui évolue rapidement. Et donc, je me suis demandé, vu que le mémoire, c'est quand même un travail qui s'étale sur toutes nos années universitaires, quasiment 1 an et demi, est-ce que la terminologie a énormément évolué en 1 an et demi entre quand tu as commencé à faire tes premières recherches du sujet et puis finalement quand tu as abouti à ta traduction finale et puis même quelques mois après quand tu as fait ta soutenance, quoi. Alors, la terminologie elle-même n'a pas tant évolué que ça parce que c'est vrai qu'en astronomie, même si on découvre souvent des nouveaux concepts, des nouveaux éléments, on a quand même une terminologie qui est déjà très développée et surtout, on va souvent récupérer finalement des termes qui existent déjà, par exemple galaxie, et puis on va rajouter des détails, donc galaxie, A au décalage infrarouge, ce genre de choses. Donc j'ai pas trop vu d'évolution sur la terminologie
au moment même de mon mémoire. Par contre, j'ai été confrontée aussi à des défis de traduction comme le tien, et je me suis retrouvée face à un terme qui était très rarement traduit, ou qui n'a pas été vraiment traduit par des professionnels qui ont fait une base terminologique dans laquelle ils ont consigné le terme, ils ont dit voilà, c'est comme ça qu'on dit. En général, c'est le problème face auquel on se retrouve quand on est traducteur. On n'a jamais de dictionnaire magique qui nous dit c'est comme ça qu'on traduit. Donc, le terme qui m'a posé, comme toi, plein de problèmes et qui m'a fait m'arracher les cheveux, c'était le terme de black hole seed en anglais, ce qui se traduit littéralement par graine de trou noir. Et bon, quand on vous dit graine de trou noir, vous comprenez pas, et même les astronomes, ils ont tendance à bugger un petit coup parce que graine de trou noir, ça ne m'évoque rien. Et c'est parce que c'est un concept qui est très récent, un concept d'astronomie qui date seulement d'il y a quelques années, parce que il fait partie des hypothèses qui pourraient expliquer la croissance trop rapide de l'univers par rapport à notre modèle standard. Bon, là, c'est très technique. Mais en gros, la graine de trou noir, entre guillemets, c'est la première structure qui aurait permis aux trous noirs supermassifs, très anciens, de se développer assez rapidement pour qu'on puisse les observer à 13 milliards d'années-lumière, ce qui est normalement impossible selon la chronologie de l'univers qu'on se représente. Avec le Big Bang, il y a plus de 10 milliards d'années. Et donc, ce que j'ai dû traduire pour la fameuse graine de trou noir, c'est, voilà, alors je me suis posé plein de questions. J'en ai même discuté avec une autre amie traductrice qui m'a dit « Ah, peut-être que tu pourrais appeler ça un proto-trou ». Et franchement, c'était super drôle. Mais j'ai pas choisi proto-trou parce qu'encore une fois, on est obligé de choisir des formulations qui sont sérieuses parce qu'on traduit pour des spécialistes. Et donc, après être passé par de nombreux chemins, j'ai vu avec mon spécialiste et on est tombé d'accord sur amorce de trou noir. Une amorce de trou noir, voilà. Parce que, en fait, c'est une structure primaire, c'est la première structure du trou noir. Et on trouvait que l'idée d'amorce, ça montrait bien le concept du début, finalement, du commencement de la structure de trou noir. Donc voilà, moi, c'est un peu les défis que j'ai eus sur la terminologie quand j'ai fait mon mémoire. Et pour l'anecdote, il y a quand même eu des changements entre le moment où je l'ai commencé et le moment de ma soutenance, parce que la veille de ma soutenance, j'ai regardé les actualités et en fait, il y aurait peut-être une explication autre que la graine de trou noir, ou enfin plutôt l'amorce de trou noir, au problème de la chronologie de notre univers. Donc voilà, ça c'était un peu les difficultés que moi j'ai pu rencontrer. Lise, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ton mémoire ? Moi, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Enfin, pour ce qui est de difficultés sur un terme particulier, moi, à un moment, il fallait que je traduise le mot biocrystallization. Bon, comme vous pouvez le deviner, ça désigne un procédé de cristallisation, mais qui se fait avec des matières vivantes, pas organiques. Sauf que ce mot est très courant, enfin relativement courant dans des papiers scientifiques en anglais, mais en français, on voudrait le traduire de façon transparente, biocristallisation, et je ne le trouve pas. Parce que bon, quand on écrit un papier de recherche, je vous apprends rien, il faut un petit peu citer ses sources. Et je ne trouvais pas ce mot. Et j'ai vraiment galéré parce que du coup, on avait des fiches terminologiques à rédiger. Et moi, j'ai décidé de faire une fiche terminologique sur ce mot parce que, en fait, je voulais un petit peu... On peut soit faire une fiche qui explique bien, soit une fiche où on propose un petit peu un terme pour un mot qui n'a pas encore été traduit. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'avais pas beaucoup de termes inconnus, mais ce mot biocristallisation, j'ai vraiment galéré à trouver un équivalent en français, alors que pourtant, c'est un concept qui existe. Mais en français, ça n'a pas été énormément traité. Et du coup, j'ai proposé biocristallisation. Et j'ai fini par trouver une occurrence dans un petit texte, genre de 2006. Enfin, vraiment compliqué, les sources. Mais je pense que c'est justement toute la question de la traduction de la littérature scientifique. C'est que c'est une littérature que les gens écrivent en anglais, même quand ils ne sont pas natifs en anglais. Donc, quand l'intérêt, c'est de traduire de l'anglais vers une autre langue, c'est là qu'on se retrouve face à un manque total de terminologie. Et je crois que Cédric, toi, c'est une question qui t'a vraiment travaillé pendant l'écriture de ton mémoire, il me semble. C'était... alors oui, effectivement, les auteurs du texte que j'ai traduit, ils étaient de l'université de Canton. Donc c'était pas des... Enfin, a priori, ce ne sont pas des anglais natifs, ce sont des Chinois, qui fait que il n'y avait pas tant des problèmes de terminologie, mais il y avait surtout des tournures de phrases qui étaient assez ambiguës. Et l'ambiguïté en traduction,
c'est d'autant plus difficile parce que quand on est dans un contexte, quand on discute avec quelqu'un de vive voix, le contexte, en fait, il peut être déduit. Mais dans un texte où, en soi, il n'y a que les sources et il n'y a que les exemples, on ne peut rien déduire, c'est à nous d'aller chercher. Sauf que je me suis retrouvé avec quelque chose qui n'était pas un terme technique du tout, c'était le mot anglais « little », donc « petit ». Bon, c'était très étrange parce que c'était dans une partie du texte où il parlait de molécules à l'intérieur d'une racine. Et en anglais, le mot « little » est très ambigu parce qu'il a deux sens. Il est ce qu'on appelle polysémique. Il a le sens qui est peu ou le sens de petit. Sauf qu'ils n'ont pas fait ce choix en anglais de trancher et de dire « few » or « small », donc peu ou petit. Ils ont juste laissé « little ». Donc du coup, c'était à moi de me dire sans contexte comment je sais de quoi il parle, comment je sais qu'il parle effectivement d'une faible proportion de molécules ou s'il parle d'une très petite molécule. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a forcé à non seulement rechercher dans leurs sources citées, mais aussi dans les autres textes du sujet pour essayer de recouper les informations pour déduire ce qu'il veut dire. Et au final, là c'était un choix radical, mais il fallait que je le prenne. Quand j'ai traduit en français, j'ai décidé que c'était bien peu. Il y en avait bien peu, que c'était pas une question de la taille de la molécule. Oui, et puis il ne faut pas faire dans le choix de la facilité et traduire une approximation par une approximation. Et c'est une chose qu'on a beaucoup apprise à l'ESIT aussi, mais lorsqu'on est traducteur, souvent, on est là non seulement pour traduire le texte, mais en tant que professionnel de la langue, on est aussi là pour amener un produit fini qui sera parfois d'une qualité même supérieure au texte qui a été rédigé par des personnes qui sont scientifiques, qui sont spécialisées, mais qui ne sont pas rédacteurs ou rédactrices. Typiquement, quelqu'un qui écrit un texte, un article scientifique, certes, il doit faire très attention à l'exactitude des concepts, à l'idée qu'il véhicule et à son message, mais en même temps, il n'a pas forcément les outils de la langue pour rédiger le texte d'une façon qui sera compréhensible, claire, et tout ça, ça vient aussi, ça rentre aussi dans le domaine de compétences du traducteur. Et c'est ce que nous, on fait dans notre métier un peu tous les jours. Mais c'est très intéressant de discuter de cette question des auteurs qui ne sont pas anglophones, qui rédigent en anglais, parce que c'est un défi en plus pour nous. Mais surtout, ça nous rappelle l'importance de la traduction, encore une fois, comme quelque chose qui nous permet de garder une diversité culturelle, de garder notre langue et de ne pas avoir une uniformisation uniquement autour de l'anglais ou même des langues principales, des langues qui sont les plus parlées. Parce que finalement, ce serait dommage et ça ferait perdre beaucoup de nuances à notre monde. Et donc, en tant que traducteur, je pense que c'est quelque chose dont on est très fier et ça rentre dans les raisons pour lesquelles on traduit. T'en es où dans la rédaction ? Dans la rédaction. Je n'en suis nulle part dans la rédaction. Le début, on va dire, c'est le commencement. Alors, j'ai fini mon glossaire. En tout cas, mes recherches terminologiques, elles sont quasiment finies. Et là, j'ai commencé à faire ma traduction. Revenons un peu dans le cœur du sujet et on aimerait vous expliquer un peu la démarche et la méthode qu'on a adoptée au moment de faire notre mémoire. Et Lise, est-ce que tu pourrais nous parler en premier de la méthode que tu as choisie ? Un peu comment est-ce que quand tu as appris que tu devais faire cet exercice, comment est-ce que tu as commencé tout simplement ? Déjà pour cet exercice, en fait, ce mémoire il est en plusieurs parties. Il y a un peu une partie recherche, une partie traduction, une partie terminologie et une partie stratégie de traduction. Et donc, en fait, on peut faire ces parties dans l'ordre qu'on veut, finalement. Mais, stratégiquement parlant, c'est plus intéressant de commencer par certaines choses. Par exemple, moi, j'ai commencé par ma traduction, parce que je me suis dit, ça va me mettre dans le bain, ça va me forcer à rechercher des termes et tout. Alors qu'en fait, ma directrice de mémoire m'avait recommandé de commencer d'abord par la partie recherche, par lire beaucoup sur le sujet, par l'expliquer moi-même, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà, ça illustre bien. J'aurais dû commencer par la partie recherche, ce qui m'aurait vraiment aidé ensuite pour ma partie traduction.
et qui m'aurait permis de faire moins de corrections par la suite. Oui, donc toi, tu as choisi de commencer par la traduction, ce qui en vrai pourrait faire un peu trembler nos directrices de mémoire, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à faire parce qu'on est traducteur d'abord et on a un peu envie de se stimuler avec le texte avant de pouvoir rentrer dans la recherche et la terminologie et toutes ces choses-là. Donc je comprends ton Sur le choix moment, aussi. ça nous paraît plus accessible, alors qu'en vrai, je dis pas qu'on se tire une balle dans le pied, mais les directeurs de mémoire, en fait, donnent des conseils pour une raison. Certes. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand on essaie de faire un peu un premier jet comme ça peut être utile pour nous stimuler, mais en même temps, il faut vraiment le jeter après. Alors qu'on le fait, on voit quelles vont être justement les difficultés qu'on va rencontrer, parce qu'en général, au bout de 3 lignes, on ne sait plus quoi traduire. Et on les liste, et ensuite, ça nous donne au moins des directions sur de quoi, qu'est-ce que je vais avoir besoin de chercher finalement. Parce que c'est très abstrait quand on commence. Moi, j'ai commencé un sujet sur l'astronomie. Je dis, qu'est-ce que je fais ? J'apprends le nom de toutes les planètes. C'est pas forcément ça qu'il faut que je fasse. Et en choisissant un texte et en commençant à le traduire, j'ai vu, d'accord, il va falloir que j'explicite un peu plus ce que c'est que les galaxies. Il va falloir que je me concentre un peu sur la poussière d'étoiles. Et c'est des choses qui m'ont aidé à orienter mes recherches et qui aident beaucoup à la méthode. Donc franchement, je comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ça et je pense qu'on est tous un peu coupables de l'avoir fait. Voilà. Et Cédric, toi, est-ce que tu as commencé par traduire ou est-ce que tu as été un bon élève et tu as plutôt fait les recherches d'abord ? J'ai pris du temps avant de choisir mon angle d'attaque. J'ai décidé de commencer effectivement par le volet recherche pour choisir mon sujet, parce que c'est le domaine dans lequel j'étais était extrêmement vaste, et à cause, peut-être dû à ça, j'ai décidé de faire un tour sur Google Scholar, qui est vraiment une ressource qui m'a énormément servi et que je conseille à tous les étudiants et étudiantes. C'est une base de données gigantesque sur des textes scientifiques. Presque tout ce qui a été publié, en tout cas récemment, mais même avant, est présent dessus. Je suis allé directement vers la terminologie parce que dans mon texte, une fois que j'avais choisi mon texte de traduction, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'autres domaines, comme j'imagine comme toi, Julie, il y avait beaucoup d'autres domaines que simplement les champignons. Donc du coup, j'ai passé, je pense, 1 mois à faire des recherches sur les lipides, sur le diabète. J'ai vraiment beaucoup appris sur le diabète, mais je ne pensais pas que j'allais traiter de ce genre de sujet. Mais en fait, les chercheurs ont l'habitude de décloisonner leur domaine justement pour améliorer la recherche. Et en traduction, je pense que c'est aussi le cas. Il faut que l'on sorte un peu de nos cloisons et que l'on puisse parler avec d'autres spécialistes, d'autres milieux, que ce soit en linguistique, mais que ce soit aussi dans la communication, et puis d'autres domaines, quoi. Alors moi, personnellement, j'ai pas tout à fait adopté votre méthode, mais c'est aussi peut-être l'ancienneté qui parle, je me tape sur l'épaule, puisque c'était la 3e fois que je rédigeais un mémoire de ma carrière, et j'ai été un peu prise par le temps, parce que en connaissant l'exercice, je me suis dit que j'allais le rédiger plus vite. Donc j'ai rédigé mon mémoire en seulement 3 mois, ce qui n'est pas conseillé pour les étudiants novices en mémoire. Courant, mais pas conseillé. Exactement. Et donc, en effet, moi, je suis partie du principe que j'allais d'abord lire mon texte. Et comme Cédric le mentionnait, vu que c'est un texte très multidisciplinaire, notamment les questions de la santé avec les molécules, moi, je ne m'y connais pas du tout. Mais j'ai dû faire des choix. Et c'est aussi ça, la traduction, c'est parfois renoncer à ne pas tout comprendre quand on sait que le terme est le bon. Donc, il y a certains aspects de mon texte que je ne comprends pas, notamment les effets sur les molécules liées au miella, etc. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est l'exactitude scientifique et c'est surtout j'ai l'impression de servir la cause qui était la disparition des abeilles et non pas les effets du miella sur la santé humaine. Donc, moi, je suis partie du principe que j'ai lu tout mon texte et puis en cernant mieux tous les aspects de mon texte et en repérant aussi la terminologie à chaque fois que je ne comprenais pas, j'ai vraiment fonctionné par strates. En fait, j'ai lu le texte plusieurs fois, j'ai repéré les aspects qu'il fallait élucider dans l'exposé pour pouvoir avoir une connaissance globale du sujet, parce que j'ai construit mon mémoire de façon à ce que l'exposé permette la compréhension totale du texte, ou du moins dans sa globalité. Et quand j'ai fait la traduction, j'ai directement traduit
en faisant mes remarques sur le côté qui me permettront plus tard de rédiger la stratégie de traduction. Donc c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner aux étudiants, c'est surtout de faire pas le travail de façon fractionnée, mais de travailler l'ensemble en même temps. Ouais, Cédric, je vois que tu veux rajouter quelque chose. Il faut avoir une feuille de route, il faut la mettre à jour constamment. Il faut se donner aussi le temps de faire des erreurs, de revenir ensuite. Je sais que ma partie terminologie, je l'ai achevée 1 ou 2 jours avant le rendu. Non pas parce que je l'ai fait à la dernière minute, mais parce qu'il y a des moments où ça clique. Et on arrive enfin à saisir une subtilité qui nous suivait depuis parfois le début même du mémoire. Mais voilà, c'est important de garder un œil sur tout. Je pense que vous avez tous les deux tout à fait raison d'insister sur ce point-là, surtout pour donner un peu des conseils aux étudiants et aux étudiants qui vont nous suivre. C'est vrai que lorsqu'on est pris un peu par la contrainte de temps et qu'on doit travailler très vite, parfois on a envie de se dire, voilà, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça et c'est terminé. En fait, quand on fait un travail de mémoire et un travail de traduction en général, on est obligé de considérer un peu tous les aspects en même temps parce que la traduction, c'est ça. On ne peut pas séparer la partie traduction de la partie recherche terminologique, de la partie recherche thématique parce qu'en fait, on est tout le temps en train de faire tout en même temps. Bon, c'est sûr que quand on doit rédiger un mémoire de 100, 200 pages, ça peut être un peu difficile. Moi, je sais qu'en plus, on m'a volé mon ordinateur alors que j'étais en train de travailler sur mon mémoire et ça m'a pris un moment pour me remettre dans le travail parce qu'en fait, quand on travaille sur une traduction, un mémoire, il y a une énorme partie qui est mentale. Il y a une énorme partie qui a trait à quelle est ma motivation en fait lorsque je fais ce travail-là, surtout un travail de longue haleine comme le mémoire. On arrive au début de son master, on se dit, voilà, on vous dit, vous avez un mémoire à faire, ça va vous prendre 1 an et demi. C'est un peu la panique, surtout que pour beaucoup d'entre nous, peut-être pas Julie, parce que toi, tu avais déjà fait des mémoires avant. C'est la première fois qu'on fait un travail de recherche de cette envergure. On n'a jamais eu auparavant à écrire 150 pages sur un même sujet. Et donc, c'est la panique. Et je pense que, on est tous passés par cette étape. Et en fait, comme disait Cédric, l'important, c'est de trouver son organisation, trouver les choses, sa feuille de route, sa petite méthode de travail qui fait que c'est possible pour nous d'avancer, parfois à petits pas. L'important, c'est de faire des choses, de jamais perdre de vue son sujet, de se renseigner de temps en temps, même si c'est un documentaire ou si c'est juste lire un article. En vrai, si vous faites déjà ça, vous progressez déjà énormément. Vous n'avez pas besoin d'écrire 15 pages par jour, ça va servir à rien parce que les 15 pages, elles vont être pourries. Franchement, si on a pu le faire, vous en êtes totalement capable aussi. Et en tant que futur traducteur et traductrice, pour les étudiants qui nous écoutent, franchement, vous allez voir, ça se fait et vous allez être trop content au moment de faire votre soutenance. Je dirais aussi, pour les étudiants qui nous écoutent, de faire attention à ne pas envisager le mémoire comme un énorme travail, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui, parfois, peut pousser à la procrastination. C'est qu'on imagine... met des barrières soi-même, finalement. Exactement. On imagine le travail terminé au lieu de se fixer des objectifs réalisables où on sait qu'on va travailler sur ça cette semaine, cette semaine, et se rendre compte. Et c'est aussi l'un des aspects qui m'a beaucoup appris dans ma pratique de la traduction, c'est d'avoir une meilleure écoute de soi et de savoir ses capacités de travail, parce que c'est vrai que c'est un métier où on ne peut pas être concentré à fond les ballons pendant 7 heures, c'est pas possible. Donc il faut se connaître, il faut savoir à quel moment on est le plus productif, quelles sont nos stratégies en fait pour nous mettre au travail. Et c'est vraiment cette division du temps et cette connaissance de soi qui permet de faire un travail efficace le plus rapidement, entre guillemets, possible, tout en gardant un recul critique sur son travail et pas rendre un travail pour rendre un travail, mais le faire correctement. Ouais, je pense que c'est pour ça que le mémoire, on a l'impression que l'objectif, c'est de produire un papier final de 100 pages, 150 pages, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vraiment des conseils qui sont importants même dans la vie. Ne pas perdre de vue ses objectifs, se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait, même quand on est dans les études, quand on est en octobre et qu'on a froid et qu'on est là, pourquoi je fais un master, rappelle-toi pourquoi. Et ensuite, fractionner aussi, tous ces petits conseils qu'on donne pour les mémoires, c'est des conseils aussi qui peuvent s'appliquer dans la vie, même dans la recherche de travail par la suite.
Il y a quelque chose de très intéressant dans le mémoire, c'est aussi l'exercice de soutenance. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de relever des défis, de faire des choses qu'on ne fait pas forcément d'habitude, il y a quelque chose dans l'exercice de soutenance d'aller parler d'un sujet qui nous intéresse, certes, mais qui va quand même être noté, et voilà, où il faut qu'on connaisse notre sujet et qu'on maîtrise et qu'on soit capable de montrer à notre jury qu'on le maîtrise à la perfection. Il y a quelque chose dans cet exercice qui est super intéressant, surtout pour des traducteurs qui ne sont pas forcément les professionnels qui vont se retrouver sous les feux des projecteurs. En général, le traducteur, il est plutôt derrière son ordinateur, il fait ses recherches. Certes, il y a la prospection. Quand on est en freelance, il y a énormément de relationnel, comme dans tout métier. Mais ce n'est pas forcément les raisons pour lesquelles on choisit la traduction. Au départ, on aime bien parce qu'on peut aussi avoir notre travail personnel. Et je me demandais si vous aussi, vous aviez eu ce ressenti-là. Est-ce que vous avez apprécié l'exercice de soutenance? Est-ce que pour vous, ça a été vraiment l'occasion de parler de votre sujet pendant 30 minutes? Je pense que vraiment, la soutenance, c'est un exercice hyper agréable parce que c'est l'aboutissement et qu'on peut enfin parler de manière hyper longue et pointue du sujet qui nous occupe depuis des mois et des mois. Et notre famille, on en reparle, ils ne comprennent rien ou alors ils s'en fichent. Enfin, je trouve que c'est vraiment un exercice plaisant et je sais que c'est vraiment la soutenance, c'est un gros mot. En France, ça fait peur. Les étudiants, ils ont peur. Alors qu'en vrai, c'est vraiment un moment pour soi en tant qu'étudiant. Les professeurs se sont réunis juste pour t'entendre parler 1h30. C'est quand même très rare. Il faut en profiter et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai aussi que l'exercice de la soutenance, il est agréable quand on est traducteur, je pense, parce qu'en fait, la particularité de notre métier, c'est aussi la curiosité et le fait d'avoir envie, cette envie qu'on a de toujours apprendre plus de choses. Et c'est un point commun qu'on retrouve chez tous les profils en traduction, ces gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Et quand on se plonge aussi profondément dans un sujet pendant aussi longtemps, on a juste envie après de communiquer là-dessus. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui manque à la formation de traduction, où, comme Rebecca disait, c'est quelque chose d'assez solitaire. Et en fait, il faut apprendre aussi à parler de notre travail, à parler de nos intérêts, à parler de nos stratégies, à les verbaliser. C'est quelque chose qui est assez présent dans la formation de l'ESIT, d'apprendre à parler de son travail, justement pour rendre visible notre travail qui, comme disait Lise, est invisible quand il est bien fait, apparemment. Et toi, Cédric, comment tu as vécu l'exercice de la soutenance? Est-ce que ça a été un moment pour toi qui était difficile? Est-ce que tu t'es retrouvé face à tes examinatrices et tu t'es dit je vais pas y arriver? Ou est-ce que tu es arrivé confiant? Je connais les champignons, je suis le roi de la nature, je vais vous parler de ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? J'ai rarement autant sué de ma vie. C'était extrêmement stressant. D'un côté, il y avait la satisfaction de pouvoir transformer tout ce qu'on voulait mettre en notes de bas de page, de les synthétiser et de les mettre à l'oral pour expliquer la raison pour laquelle on avait fait certains choix, la forme du contenu, et ainsi de suite. Mais aussi, je pense que les moments de retour surtout, parce que la présentation en elle-même, l'exposé en lui-même, c'est la partie la plus courte de la soutenance, et c'est cathartique, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'encaisser 1h30 de critiques et de questions sur son sujet. C'est de savoir accepter les échecs de temps en temps pour plein de raisons. Mais c'est aussi le moment où on peut s'améliorer. J'ai passé pas mal de temps à noter les questions et les améliorations que mon mémoire avait besoin de subir. C'était difficile. Je pense que c'est bien de rappeler à tout le monde que la soutenance, c'est pas un monolithe, ça devrait pas faire peur, mais il faut admettre aussi que c'est quelque chose d'éprouvant, que c'est un moment intense, émotionnel, où on revient sur 2 ans de notre formation. Oui, c'est ça. Puis surtout quand la traduction, c'est quelque chose qu'on s'est approprié. C'est vrai qu'on a mis une partie de soi dans son travail, mais même pas que forcément en traduction. Quand on écrit un mémoire, c'est tellement long et ça prend tellement d'énergie et d'implication qu'on y met un morceau de soi. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile d'avoir d'écouter avec le cœur ouvert les critiques parce que justement, en fait, on a réfléchi à toutes ces questions et voir parfois
que certains choix n'ont pas été compris comme on voulait. Bon, voilà, c'est quelque chose qui peut être frustrant, mais c'est aussi l'occasion, je trouve, d'aller encore plus loin sur son sujet, parce que le mémoire, il y a une date de rendu, mais quand on rend le mémoire, notre cerveau y pense encore. Et moi, je sais que pendant ma soutenance, j'ai pu exposer des points qui me sont venus après avoir rédigé mon mémoire, et c'était encore plus intéressant de pouvoir aller au-delà du sujet, en fait. Oui, c'est plus qu'une défense, au final. Il faut pas camper sur ses positions. Justement, nos examinatrices, elles sont là pour nous donner des conseils, pour nous aiguiller vers des directions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, professionnellement aussi, parce que du coup, le mémoire de traduction, il est censé être professionnalisant, même toute la formation est censée être professionnalisante. Quand on rend le mémoire, c'est vraiment à une date fixée, mais finalement, en préparant l'épisode, j'ai relu mon mémoire, et c'est vrai que maintenant, après 6 mois, voire plus de recul sur le mémoire, les directeurs ont raison, et même nous, on a un avis critique sur notre mémoire qu'on n'avait pas avant. Et c'est comme dans le milieu professionnel, il faut faire des concessions, il faut faire des choix parce que la deadline est là, et il faut s'arrêter sur un choix, mais c'est pas un choix, c'est un choix sur un moment T, et il faut aussi prendre ce recul sur la critique dans le fait de savoir qu'on a choisi à un moment T dans une discussion T avec des objectifs T, objectifs O. Et du coup, voilà, c'est la même chose pour le mémoire, et ça aide aussi à préparer cette peut-être frustration qu'on peut avoir au sortir de l'école, où on ne peut pas rendre un travail parfaitement parfait, fignolé comme on voudrait, qui est 100% aligné à notre vision du sujet qu'on avait, parce que c'est pas le cas, et en plus la vision évolue avec le temps. Et d'un autre côté, proposer un travail parfait, ce serait de la publicité mensongère, quoi. On est humain. Tout à fait. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et en plus, il y a quand même cet aspect-là dans la traduction. Je ne sais pas si ça le fait pour vous aussi, mais c'est cool de traduire seul, et j'adore trouver une idée. Mais alors, quand je peux discuter de traduction avec mes amis, que ce soit les élèves de l'ESIT ou même maintenant qu'on a fini, on continue de parler un peu comme des nerds, voilà, de traduction. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir discuter à plusieurs et de trouver une traduction, parce que lorsqu'il y a un envoyé de balle entre Julie et moi, qu'on va être en train de discuter de notre trad et qu'on trouve un super jeu de mots, parce qu'en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, les idées fusent. L'intelligence collective, les amis. L'intelligence collective. Et c'est quelque chose qui est hyper important à savoir avant l'entrée dans le milieu du travail. Que ce soit avec Lise, Cédric, Julie ou avec mes collègues actuellement, je suis toujours amenée à être dans une situation où je dois discuter de ma traduction. Je ne peux pas juste faire cavalier seul. Et c'est vraiment un élément qu'on apprend petit à petit à travers notre travail de mémoire. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres aspects du mémoire qui vous rappellent un peu votre métier actuellement ? Est-ce que vous pensez à certains aspects de votre vie professionnelle qui ont été aidés par l'exercice de mémoire ? Moi, carrément, en termes de méthodologie, je pense que avant le mémoire, j'avais pas l'habitude de créer des corpus comparables. Donc, les corpus comparables, en fait, ce sont des textes dans plusieurs langues qui traitent du même sujet. C'est ce qui nous permet, en tant que traducteur, d'isoler certains termes, d'isoler certaines phraséologies qui sont propres à ce domaine-là. C'était pas quelque chose que je faisais pour tous mes devoirs, c'est pas quelque chose que je faisais régulièrement, mais maintenant, c'est quelque chose auquel j'y pense même plus. C'est automatique quand je suis en train de travailler sur un document. L'une des premières choses que je fais, c'est ça, c'est de constituer ce corpus-là. Je pense qu'en termes de confiance en soi, le fait d'aboutir à un projet, c'est vrai que ça lance bien, ça nous met bien pour commencer notre carrière, qui est dans un milieu qui est quand même en grande transformation en ce moment et qui peut être assez fragile, mais de finir les études en prenant conscience un peu de ce qu'on est capable de faire, je pense que c'est peut-être la chose qui m'a le plus servi au mémoire, en plus de, évidemment, comme dit Cédric, la méthodologie qui est beaucoup plus peaufinée. On apprend à se connaître en rédigeant le mémoire, et on gagne en efficacité, on gagne en confiance en soi, on gagne en conscience de soi également.
Je pense que c'est vraiment l'aspect que je retiens du mémoire, personnellement. Et c'est pour ça que c'était vraiment très intéressant pour moi de parler aujourd'hui de l'exercice de mémoire, parce qu'il y a quelque chose dans la conception de la traduction et de la traduction heureuse qui a été vraiment utile pour le mémoire, parce que c'est un exercice qui m'a permis, qui nous a permis à tous et à toutes de prendre confiance en nous et en notre travail, et finalement de retrouver un peu ce qui nous fait aimer et ce qui nous fait être fiers de notre profession, parce que c'est une profession qui est difficile, mais qui en même temps sert la diversité des cultures, la diversité des langues. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que on pouvait vraiment pas mieux finir notre parcours à l'ESIT et notre parcours même dans nos études. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de courage finalement pour affronter le monde du travail, parce que quand on finit son mémoire, quand on finit sa soutenance, il y a une question qu'on a, c'est « et après, je fais quoi ? Comment je cherche du travail ? Est-ce que je vais trouver des clients ? Est-ce qu'il y a une entreprise, une agence de traduction qui va bien vouloir de moi ?» Et c'est vrai qu'au moins, lorsqu'on a confiance en ce qu'on fait, lorsqu'on aime ce qu'on fait, on a un peu les outils pour se lancer sur un marché qui fait peur aujourd'hui et qui ne met pas forcément la diversité, la traduction humaine, la plus-value de la traduction, ne la met pas forcément au cœur des préoccupations. Et donc, je trouve que c'était vraiment important et intéressant de parler du mémoire aujourd'hui dans cette idée-là. Est-ce que tu aimes ton sujet ? Oui, ah oui. Oui. Là, j'ai fait des recherches dessus un peu pour trouver des textes, et c'était trop bien. Oui, alors j'aime bien mon sujet, mais c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question pourquoi j'ai pris ce sujet-là et pas un autre qui m'aurait par exemple plus passionné. Je savais que si je prenais un sujet trop passionnel, j'allais avoir un biais en fait. Oui, j'aime mon sujet. Pour vous dire au revoir aujourd'hui, mes coéquipières et moi, on va vous faire une mini recommandation en rapport avec notre sujet de mémoire, parce qu'on s'est dit que si vous avez tenu aussi longtemps dans l'épisode, vous avez peut-être envie de savoir quelque chose des abeilles ou des champignons, de l'agriculture biodynamique ou des étoiles. Et donc, je voudrais demander à Cédric de commencer et de faire une recommandation rapide. Si vous avez l'occasion, je pense qu'il n'est plus sur Netflix, mais vous pouvez le retrouver en streaming, ou bien vous pouvez l'acheter si le cœur vous chante. Le film s'appelle Fantastic Fungi, donc les champignons fantastiques, de Louis Schwartzberg. Louis, L-O-U-I-E, et pas Louis à la française. Voilà. Et c'est avec le mycologue Paul Stamets. Moi, je vais aller sur un classique. Regardez donc l'épisode de C'est pas sorcier du 3 juin 2023 qui met vraiment bien en lumière les effets du déclin des abeilles et pourquoi les abeilles sont en train de décliner. Je vous invite, c'est très intéressant. Moi, j'ai plein de recommandations. Vous connaissez tous et toutes beaucoup de films en rapport avec les étoiles. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai écrit mon mémoire, je me suis basée sur un livre qui est excellent, très bien écrit, de Christophe Galfard, qui s'appelle Voyage vers l'infini, et qui en fait fait une excellente vulgarisation du sujet et qui vous emmène dans une conquête spatiale, qui vous emmène depuis la Terre jusqu'au fin fond de l'espace. Donc franchement, lisez-le, il est super intéressant si vous avez le temps et les images sont magnifiques. Alors moi, je ne vais pas vous recommander une œuvre. Je vais vous recommander, si vous en avez l'occasion, d'aller parler à des agriculteurs et agricultrices biodynamiques ou biologiques. C'est aussi intéressant parce que eux, vraiment, c'est des mines d'informations et ils seront ravis de vous parler. Je vous recommande, si vous avez plus de 18 ans par exemple, vous allez acheter du vin biodynamique, vous allez chez le producteur et là vous lui posez un petit peu des questions. Et comment ça se passe ? Et vous êtes plutôt quelle branche de la biodynamie ? Et ça vous plaît ? Enfin voilà, vraiment, c'est un peu le conseil de personnes qui n'aiment pas lire, même si j'aime bien lire. Sortez sur le terrain. Voilà, allez parler à des vraies personnes et demandez-leur de vous parler de leur passion, parce que la biodynamie, c'est pas juste un sujet scientifique en fait, c'est une pratique qui est un métier et qui est le quotidien des gens. Il n'y a qu'une seule leçon à retenir finalement de la traduction, c'est aller vers les gens et parler et soyez curieux. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 2 de la traduction heureuse. On espère que ce format et ce sujet vous ont plu. Un grand merci à Julie Haïch, Cédric Dumont, Lise Guillemet et Rebecca Lemine pour avoir accepté de partager leurs expériences avec autant de sincérité et de générosité. Le mémoire de traduction à l'ESIT est un défi de taille, mais aussi une aventure formatrice qui marque le début de leur carrière de traducteur. Que vous soyez en plein dans l'écriture de votre mémoire, que vous l'ayez déjà affronté
ou que vous redoutiez encore ce moment, nous espérons que cet épisode puisse vous servir. Merci également à Yannick du pôle technique et Federica et Candice du pôle communication pour leur aide pendant l'enregistrement. Merci enfin à Léa, Johanna, Eran, et Jo, Adèle. qui ont accepté de répondre à notre micro-trottoir sur leur mémoire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour ne rien manquer des prochains épisodes. Comme d'habitude, toutes les ressources utiles, notamment les œuvres mentionnées dans l'épisode, sont dans la description. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Traduction heureuse.